Joël Cornette de le Forum du Livre est enchanté de vous recevoir pour votre dernier ouvrage, La Bretagne, une aventure mondiale, qui est paru aux éditions Taillandier au printemps. Au printemps, voilà. Vous êtes bien connu des Bretons parce que vous en êtes vous-même un Breton né à Brest juste après la guerre. Vous êtes 49. Vous avez fait vos études à Brest, Bordeaux pour préparer Normal, ensuite Paris. Je ne vais pas tout reprendre, mais vous êtes considéré comme un des grands 17e français, spécialiste de l'Ancien Régime et en contrepoint, disons, de l'histoire de la Bretagne. Vous étiez à Paris 8, professeur en chaire, et vous êtes maintenant à la retraite depuis 1 an. Et il semble que vous souhaitiez continuer à cette longue veine de spécialité sur la Bretagne. Et vous revenez donc après des ouvrages plus ou moins connus du public, mais il faut quand même noter Le Roi de guerre qui, je crois, a très bien fonctionné. Je crois que c'est la 3e ou 4e édition. Oui, maintenant livre de poche. Mais maintenant livre de poche. Qui date de 1993. Je crois que c'est votre premier... Oui, le premier livre, oui, oui, c'est ça. Important. Cela étant, personnellement, je vous dis rapidement, j'ai beaucoup aimé l'histoire du poil, le collectif, que j'ai trouvé extrêmement original, parce qu'en fait, de travailler sur le poil comme une archive historique, porteuse d'informations sur des choses qui a priori sont plutôt de 2e ou 3e dans le rang d'intérêt. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Je vous en prie. Pas trop tiré par les cheveux. Oui, je ne vais pas couper les cheveux en 4. Grand prix d'histoire de l'Académie française en 2006. Vous avez une particularité, mais on y reviendra plus tard. Vous êtes très attaché à la Bretagne, au territoire breton. Ce qui fait de votre texte quelque chose de particulier. Pourquoi quelque chose de particulier? C'est que vous êtes historien, vous êtes donc soumis, alors en tout cas vous tentez avec succès de respecter les règles scientifiques qui président à la rédaction, surtout dans le cadre d'un ouvrage collectif, à la rédaction d'un ouvrage sur la Bretagne. Mais comme vous aimez tellement votre sujet, comme votre sujet vous passionne, on a une sorte d'ouvrage historique qui est à la fois scientifique et à la fois passionné, ce qui permet aux lecteurs comme moi de le dévorer et de le boire comme du petit lait. C'est très très agréable à lire, c'est très facile. Une grande partie du livre, voire la moitié, a été rédigée par vous, et on a une douzaine environ de chercheurs qui s'expriment sur différents aspects. Alors ma première question, Joël Cornette, c'est: outre, si on met de côté vos spécialités académiques, votre origine bretonne, qu'est-ce que vous voulez montrer dans votre ouvrage? Je vous pose la question alors différemment. On a de plus en plus d'ouvrages historiques sur la Bretagne. Tout le monde y revient, mais j'ai trouvé chez vous quelque chose de particulier, c'est l'accent mis sur la question de la spécificité, de l'identité. Et je vous pose donc cette première question, Joël Cornette, c'est quoi la Bretagne? Oui, la Bretagne, c'est quoi? C'est vrai que le terme d'identité revient, et c'est un vrai problème, puisque les Bretons ont souvent été vus par les autres. Et donc il y a tout un problème, je dirais, d'assimilation et presque d'infériorité des Bretons. Les premiers textes qu'on a sur la Bretagne, c'est des textes qui présentent les Bretons comme des sauvages, des êtres inférieurs. Et jusqu'au livre de Jean Roux, fils de Plouc, qui dit lui-même, voilà, comme le titre, voilà, il y a un problème de situation finalement des Bretons. C'est les autres qui parlent d'eux. Et donc c'est assez récemment que les Bretons ont retrouvé une sorte de fierté d'être eux. Et une des dates importantes de ce retour à la fierté, c'est un autre livre, c'est le livre de Pierre-Jacques Esselias, Cheval d'orgueil, c'est les années 70. Et là il y a un grand basculement. Et c'est vrai que dans la longue durée de l'histoire, il y a vraiment une Bretagne, je dirais, négative, et puis un renversement d'image. Voilà. Mais cela dit, l'identité, c'est un peu le fil rouge du livre. Et vous avez raison d'insister sur le fait, c'est un livre collectif, c'est un livre polyphonique. Évidemment, j'ai beaucoup écrit dans ce livre, mais 19 auteurs sont là pour présenter la diversité des approches et des accroches sur la langue, sur le territoire, sur l'histoire, sur l'économie.
Et même le titre, d'une certaine manière, c'est ce retour de la fierté bretonne. Alors ce titre, c'est un peu, je dirais, une sorte d'imitation. Bretagne, l'aventure mondiale. C'est vrai que le monde est un peu à la mode. Je pense au livre de Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France. Mais je pense que ça se justifie pleinement pour la Bretagne, cette aventure mondiale. Dans la mesure où la Bretagne, c'est un pays tourné vers la mer, un peu extraverti, et qui a eu un problème permanent, et voilà un conflit d'identité, avec le voisin terrien qui est la France. Et c'est vrai que si on regarde une carte et qu'on la place sur la Bretagne, et non plus sur la France, dans notre tête on a l'hexagone, hein, la Bretagne apparaît loin, là-bas, chez vous. Mais si maintenant on centre la carte sur la Bretagne, on s'aperçoit que la Bretagne, ça devient une sorte d'empire du milieu, comme dit quelqu'un au XVIe siècle. C'est-à-dire au milieu d'une sorte de grand arc atlantique qui irait de l'Irlande jusqu'au Portugal. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que la Bretagne, c'est une sorte de, je dirais, de Japon de l'Europe, c'est-à-dire un pays qui vit avec la mer, qui vit de la mer, qui vit toujours de la mer, et dont la prospérité économique, sociale, voire même politique, vient justement des échanges au loin. Et donc ce livre montre justement toute cette, je dirais, cette autre histoire qui a été souvent occultée par l'histoire de France, parce que l'histoire de Bretagne a souvent été recouverte par l'histoire de France. Et donc voilà, le livre essaie de retrouver, à partir de la diversité des auteurs, cette identité. Alors, en effet, c'est un des passages passionnants, il y en a énormément, c'est quand vous revenez sur le commerce de l'arc atlantique, où on voit une Bretagne, mais florissante, en portant beaucoup, alors si j'ai bien compris, de la toile, faisant venir beaucoup de vins de Bordeaux, mais on sent qu'il y a une activité commerciale importante. Même, vous savez, un très beau livre d'Alain Croix est intitulé « Le siècle d'or de la Bretagne ». Et c'est vrai que ça s'étend depuis les ducs, on pourra reparler de est-ce qu'il y a eu un État breton, parce que ça aussi ça fait partie de l'identité. On en reparlera tout à l'heure, oui. Et ça va de la période des ducs, c'est-à-dire du XVe siècle, jusqu'à Louis XIV. C'est qu'il y a eu une grande période là de grande prospérité économique de la Bretagne. Et la preuve, c'est les emplois paroissiaux. C'est cette espèce de renaissance unique en Europe que j'appellerais une renaissance de plein vent. C'est-à-dire il y a une sorte de château de Versailles, mais qui est réparti dans tout, je dirais plutôt l'ouest de la Bretagne. Et c'est cette floraison de constructions religieuses qui date justement des 15e, 16e siècle, 16e siècle, et qui est cassée nette. Alors pourquoi est-elle cassée nette? Pourquoi ce commerce est-il cassé net? Voilà. Il s'est passé là une sorte de grand trou noir, et ce grand trou noir, c'est Louis XIV. Alors là, je suis un peu une schizophrène, puisque je suis aussi historien de Louis XIV, j'ai écrit beaucoup pour rappeler le raz de guerre, et donc c'est vrai que quand j'analyse les choses bretonnes, Louis XIV apparaît comme un agresseur de fait. Et il est vrai que la cassure économique de la Bretagne, on peut exactement la dater. Et on l'a daté, je pense aux études de Jean Tanguy, qui est un historien brestois, qui a travaillé sur les, sur les paroisses et sur les fabriques, les revenus des fabriques, les dons faits aux fabriques. Et c'est ces fabriques, c'est-à-dire l'administration paroissiale. Et c'est ces dons qui ont permis la construction, justement, de ces monuments de pierre qui sont un peu partout en Bretagne, chapelles, églises, emplois paroissiaux, calvaires, etc. Rétables. Et on s'aperçoit que toutes les courbes descendent à partir des années 1670. Et qu'est-ce qui se passe en 1670? Il se passe une guerre louis-quatorzienne, la guerre de Hollande. Louis XIV veut casser la Hollande, les marchands de fromage, dit-il. Il a prévu une sorte de blitzkrieg, guerre rapide. Cette guerre devient une guerre européenne, et une guerre, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut équiper une armée de 250 000 hommes, et donc il y a une surfiscalisation qui se met en place, et qui va toucher de plein fouet la Bretagne, et la preuve c'est la révolte des Torébènes, des Bonnets Rouges, de 1675, et justement, vous voyez la date, cette date de 1675 marque exactement la cassure bretonne. Et Colbert élève les droits de douane en particulier, et donc tout ce qui faisait cet arc atlantique dont je parlais, c'est-à-dire justement les relations des rouliers des mers avec la Hollande, avec l'Angleterre, avec l'Espagne, avec le Portugal, tout ça s'est cassé. Et je dirais que la Bretagne entre dans un cycle sombre, un cycle gris, qui va pratiquement de 1675 jusqu'en 1950. Il faut attendre le Célib, on évoquait tout à l'heure entre nous le Célib, la renaissance de la Bretagne, c'est les années 50-60. Alors quand même une question sur cette cassure par Louis XIV.
pourquoi, alors qu'elle était généralisée sur le royaume de France, pourquoi elle affecte aussi fortement la Bretagne? Parce qu'on peut dire aussi, pourquoi dans ces cas-là, la Bourgogne, etc., s'est pas retrouvée dans une situation de marasme? Pourquoi la Bretagne est-elle aussi fortement, comme on dit maintenant, impactée? Pour une des raisons que j'évoquais, c'est le caractère extraverti de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de la Bretagne était en grande partie fondée sur les échanges maritimes. Commerciaux maritimes. Et notamment, les Bretons étaient des intermédiaires, c'est-à-dire des commissionnaires qui, par exemple, vous évoquiez le vin, transportaient le vin de Bordeaux en Angleterre, revenaient d'Angleterre avec du textile, par exemple, mais exportaient eux-mêmes du textile. Songez que la Bretagne avait deux grands centres textiles importants. Autour de Locronan, voilà, Locronan, une magnifique ville en cœur de pierre, et une image même de cette prospérité économique, et bien Locronan fabriquait des toiles de chanvre très très résistantes qui servaient notamment de voiles aux bateaux. Songez que les voiles de Christophe Colomb et les voiles des galions qui vont courir l'Amérique sont des voiles bretonnes. Et l'autre grand centre toilier en Bretagne, c'est autour de Morlaix, c'est des toiles beaucoup plus fines qui produisent des chemises de lin, des chemises de toile fine, et qui sont vendues un peu partout en Europe. Voilà, et qui sont exportées par Morlaix. À Morlaix, il y a une très belle maison de commerçants qui date du 15e, 16e, 17e siècle. Et c'est ces deux centres-là qui ont été littéralement cassés mis à terre par la politique confédérale. Mais pourquoi, Joël Cornette, je prolonge ma question, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps? Parce qu'en effet, finalement, jusqu'au Célib et toute l'action du Célib et le plan de l'autoroute sous le général de Gaulle, on a quand même des siècles qui se passent. Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu'il y ait un renouveau? C'est quand même incompréhensible. Pourquoi on a l'impression que ça s'est confiné dans le malheur? D'une certaine façon, oui. Au XVIIIe siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières, la seule province de France qui est en baisse démographique, c'est la Bretagne. Alors que la France, le royaume, passe de 20 millions d'habitants à l'époque de Louis XIV à 27-28 millions d'habitants en 1789, la Bretagne descend de à peu près 2 millions à 1 900 000, c'est-à-dire stagnation. Au siècle des Lumières, 19e siècle, la Bretagne rate évidemment la révolution industrielle. Et à part, alors évidemment, il ne faut pas généraliser, il n'y a pas une Bretagne, il y a des Bretagnes, toutes les plurielles, comme dirait Ferdinand Brodel en histoire. Et il y a une prospérité des villes, Brest par exemple, mais je dirais, je suis brestois, Brest c'est une ville artificielle, c'est une ville étatique. La puissance de Brest vient de l'État central. Alors il y a d'autres exceptions, Nantes, il y a aussi toute la chaîne littorale avec les conserveries. Et donc le 19e siècle a été marqué, voilà, avec les sardineries, bien sûr, avec Douarnenez, avec mais à part ça, regardez, c'est le 19e siècle gris, c'est-à-dire la plupart des Bretons doivent quitter la Bretagne pour aller vendre leur force de travail à Paris, et l'image de Bécassine, elle est là, comme preuve justement. Bécassine, cette fille sans bouche, dessinée par Pinchon, qui paraît à partir de 1905. Vous imaginez une Bretonne qui n'a même pas de bouche, qui ne parle pas, qui s'appelle La Bornée, qui habite à Clocher-les-Bécasses. Enfin bon, je ne vais pas continuer. Mais c'est intéressant parce que là, finalement, dans cet imaginaire et cette imagerie, on est à la limite du sous-homme. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire, voilà, les Bretons vus par. Et si vous tirez le fil, cette négativité bretonne, on la retrouve sans arrêt. Vous lisez La Fontaine, le Chartier embourbé, c'était dans un canton de Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. Dieu nous préserve du voyage. Voilà. C'est passionnant. Alors, ça me fait surgir plein de questions. Alors, on va revenir sur la question de la perception négative de la Bretagne, mais je continue ce questionnement sur l'absence de renouveau qui aurait été souhaitable et espéré. Pourquoi, alors que la Bretagne prend le parti de la République, prend le parti de la Révolution, alors que la Vendée prend la chouannerie, pourquoi la Vendée s'en sort magnifiquement et la Bretagne ne s'en sort pas? La Vendée s'en sort magnifiquement. Non, en tout cas par rapport à la Bretagne, non, magnifiquement, excusez-moi, mais en comparaison avec la Bretagne, elle s'en sort mieux. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus généraliser. On ne peut pas dire que la Bretagne est républicaine. Évidemment, il y a des enclaves républicaines. Mais là encore une fois, il ne faut pas généraliser.
il y a 100 Bretagnes, il y a 1000 Bretagnes, il faudrait faire des monographies. J'ai étudié par exemple Jean Quenon, qui est un breton, un artisan de Guingamp. Il est bleu, il est républicain, il se bat contre des chouans. Oui, celui qui est infiltré, là, qui se promène. Voilà, en fait, bon, il y a une marqueterie politique extrêmement complexe en Bretagne. Mais il est vrai qu'il y a un basculement net à gauche en 1981. Oui, que d'ailleurs Christian Boujard explique très très bien dans le livre. Donc c'est vrai qu'il y a des fluctuations grandes, importantes, mais il n'empêche que cette longue durée économique de la Bretagne est quand même un fait très marquant. Alors, donc, et important. Alors, comment, par quel mot, par quel adjectif pourriez-vous caractériser ce régime du malheur, ce régime de la stagnation? Pourquoi ce régime de la négativité? Qu'est-ce qui fait qu'on perçoit le breton comme au mieux un neuneu, un décérébré, au pire comme un sous-homme, et comme un territoire incapable de se prendre en main et de sortir? Comment expliquez-vous ça? Paradoxalement, c'est par sa résistance. C'est-à-dire que la Bretagne, pendant très longtemps, a été un État souverain. Et là, on peut en discuter, évidemment. Et l'État souverain, la monarchie de Nomioé, ça remonte à... et puis ça a été peu de temps. Quand je parle d'État souverain, je veux parler de l'époque des ducs. Oui. Et là, je me réfère à une thèse qui est absolument fondamentale, puisque vous évoquiez l'apport de ce livre, c'est aussi des historiens qui ont complètement renouvelé depuis une génération sur la Bretagne. Et donc, c'est plutôt la Bretagne folklorique, la Anne de Bretagne avec ses sabots. Voilà. Et là, je fais allusion à une thèse absolument importante de Jean Guéravé, qui a pour titre l'État breton. Alors, le titre lui-même, c'est tout un programme. Et finalement, c'est presque, je dirais, une prise de position politique. Il y a bien eu, au temps des ducs de Bretagne, au XVe siècle et jusqu'à Anne de Bretagne, un État avec tous les éléments qui font que c'est un État indépendant. Et d'ailleurs, le XVe siècle est marqué à l'échelle de l'Europe par justement la croissance de ce qui va devenir un État absolu en Angleterre, en Espagne, en France. Et d'une certaine façon, s'il n'y avait pas, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais s'il n'y avait pas eu le voisin puissant qui s'appelle le Royaume de France, je pense que la Bretagne aurait tout à fait pu être une sorte de Portugal, de Suède, de Danemark, et c'est-à-dire ces États de calibre moyen qui sont indépendants, qui sont restés indépendants, mais il se trouve qu'à côté, il y avait la puissance de l'État d'abord carolingien, puis capétien, puis Bourbon. Et pour répondre très exactement à votre question, si les Bretons sont si dévalorisés, c'est parce que justement, ils ont fait une sorte de, comment dire, de pari d'État souverain, au moins jusqu'à la fin du XVe siècle. Donc vous considérez, d'un point en tout cas en tant qu'historien, que les conditions, disons, minimales régaliennes qui fondent ce qu'on peut appeler un État étaient réunies au XVe siècle? Absolument. Parce que si on fait la liste, si on fait la liste de ce qui constitue un État, on a tout. Qu'est-ce qu'on a? On a une capitale, Rennes, ici même. On a un duc qui est sacré, qui est couronné. D'ailleurs, le sacre du duc de Bretagne, François II, et ensuite Anne de Bretagne, duplique pratiquement le sacre de Reims, avec les étoiles en moins. On a une administration. Et l'onction. L'onction, absolument, mais il n'y a pas le toucher des écrouelles. Ouais, il n'y a pas, le miracle du roi qui touche. Le roi te touche, Dieu te miracle, voilà. Extraordinaire. Alors, continuons la liste de ce qui constitue un État. La Bretagne a une administration, une chambre des comptes, un parlement, des États, a aussi un impôt permanent, le fouage, et ce fouage a été institutionnalisé avant même la taille. La taille en France apparaît à la fin de la guerre de 100 ans, 1453, et bien le fouage en Bretagne date d'avant la taille française, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aura jamais de taille en Bretagne. Il y a une administration, il y a une justice, il y a une église qui dépend, il y a une armée évidemment, donc il y a une cour, et le duc de Bretagne développe tout une cour spectacle tel que ça se fait au XVe siècle, comme la cour de Bourgogne d'ailleurs. Et donc vous voyez, tous les éléments prouvent, et d'ailleurs Jean Guéravé le dit, même la tenue des archives, le fait de compter les hommes, de comptabiliser les richesses, font que la Bretagne est en avance sur le plan de la technologie même de l'État, de la souveraineté en acte en quelque sorte. Et c'est ça qui a été cassé par la France. Alors pourquoi ça a été cassé? Pour une raison très simple, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est le rapport entre la Bretagne et la France, c'est un rapport de 1 à 10. En Bretagne, il y a 1 300 000 habitants, à peu près, au temps de Anne de Bretagne. La France, 14-15 millions d'habitants.
La Bretagne, c'est 10 fois moins de budget, c'est une armée beaucoup moins forte, et quand l'armée française arrive avec ses cavaleries, avec ses pompes et ses coulevrines, évidemment la Bretagne ne fait pas de poids. Vous feriez un parallèle avec l'Irlande et l'Angleterre? Pourquoi pas? Oui. C'est-à-dire que la Bretagne, de fait, a presque vis-à-vis du Royaume de France une situation de colonisation. Là, c'est un terme peut-être fort. Oui, c'est un terme très fort. Mais je crois que par certains points, oui, on peut en parler. Sauf qu'il y a eu tout de même, je dirais, des limites à cette, entre guillemets, colonisation. C'est-à-dire que les traités, enfin, il y a eu un traité qui a été signé en 1532, traité de Vannes, entre les États et le roi de France qui conduisait à l'annexion. Et ce traité indique bien que on ne pourra pas élever les impôts, il faut passer par l'accord des États. Et c'est ça justement que Louis XIV a cassé. C'est qu'en imposant les impôts des années 1670 pour financer sa guerre de Hollande, il est passé par-dessus les États, c'est-à-dire sans la représentativité de la société bretonne. Et je crois que d'ailleurs à ce propos, on fait finalement dans la révolte des bonnets rouges et les épisodes qu'on a connus en France il y a 7-8 ans, vous faites un parallèle, vous tracez une ligne directe parallèle finalement en réimplantant cette manière de se cabrer toujours dans ce vieil ancrage sur la question qu'il y avait eu un deal, et le deal c'était la fiscalité reste comme un peu dans une zone en quelque sorte autonome, la fiscalité reste locale, et là vous êtes en train de faire ce que vous aviez dit que vous n'alliez pas faire. De toute façon, la fiscalité, comme vous savez, j'ai besoin de faire un rapport avec l'actualité la plus brûlante, c'est toujours l'élément le plus sensible d'un rapport entre la société et l'État, évidemment. Et c'est vrai qu'entre 2013 et 1975, le fait que les révoltés contre les cotax prennent les bonnets rouges de leurs ancêtres bretons, si je peux dire, il y a là une sorte de résurgence mémorielle tout à fait intéressante, fascinante d'ailleurs pour l'historien de concordance de temps, pour prendre une émission célèbre de France Culture. Et c'est vrai que j'ai écrit un petit livre où j'ai essayé d'établir des concordances entre 2013 et 1975. Et parmi ces concordances, il y a effectivement le refus, le ras-le-bol fiscal, c'est-à-dire le refus de la surfiscalisation, mais aussi également une sorte d'unification des Bretons, tout corps confondu, tout groupe confondu. Et c'est ça qui a surpris les analystes parisiens quand ils ont analysé les bonnets rouges. Parce qu'on trouvait dans les manifs des patrons et des ouvriers, des paysans, des artisans, des gens qui normalement devraient être objectivement opposés, mais qui ont été ensemble au nom d'une identité supérieure. Et je reviens à votre première question, l'identité bretonne. C'est que l'identité bretonne peut-être transcende, dans certains moments d'opposition forte, les clivages traditionnels. C'est-à-dire que la grille d'analyse des groupes sociaux, des syndicats, ne fonctionne plus quand il s'agit de la Bretagne. Je comprends, mais c'est vrai que vous avez une posture là un petit peu essentialiste quand même, qui est finalement d'affirmer que l'identité bretonne reste permanente, quelles que soient les conditions d'évolution de l'histoire. Elle n'est pas permanente, elle ressurgit. Elle ressurgit. Or, on sait par exemple que malgré tout l'argent donné pour l'apprentissage du breton, malgré tous les efforts faits pour le développement de l'identité bretonne, la bretonalité, etc., les succès restent mitigés. Et une grande partie des gens qui sont ou d'origine bretonne ou qui habitent en Bretagne et qui sont sincèrement attachés à la Bretagne peuvent se sentir bretons, attachés à la Bretagne, d'identité bretonne, sans pourtant nécessairement se retrouver dans cette identité bretonne dont vous parlez, qui existerait, qui préexisterait, qui ressurgirait tous les temps. Je suis un peu... je vous cherche, comme on dit, mais parce que je veux vous entendre vous exprimer. Je prenais simplement l'exemple de 2013. C'est vrai que maintenant, les relations sont plus apaisées. Il n'y a pas, actuellement, de situation de crise ouverte, boulante. Donc là, c'était le cas. Mais il y a certains moments, quand même, où cette résistance bretonne existe. Oui. C'est bien pendant la Révolution. Il y a même des zones vraiment de résistance. Je prends la région de Carré, une région extrêmement intéressante. Il y a une superposition de révoltés en 1490 au temps de Bretagne. Pendant la Ligue, en 1590, les bonnets rouges et 175, c'est Carré. Sébastien Lebat, c'était le notaire qui a peut-être aidé à la rédaction du Code paysan. Au moment de la Révolution de Carré, elle est bleue, révolutionnaire. Et puis, dans les élections récentes, Carré votait Mélenchon. Et avant, elle votait communiste. Donc, il y a une superposition là.
on pourrait presque établir 6 ou 7 cartes dans une micro-région bretonne. Quand je dis que la Bretagne, c'est pas une, c'est des Bretagnes. Ouais. Voilà un exemple tout à fait, je crois, intéressant. Et sur la fiscalité, vous pouvez nous dire un mot de votre figure, d'une figure historique que vous avez affectionné, qui est le marquis de Pontcallec. Je vous pose la question parce que je trouve le processus qui l'entoure assez intéressant sur comment un homme d'une droiture morale transformé par un processus de transformation dans l'imaginaire collectif, devenir finalement un saint laïque héros de la résistance bretonne. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? C'est vrai que j'ai consacré un livre chez Talendier d'ailleurs à ce marquis de Pontcallec qui s'appelle Le Marquis et le Régent. Nous sommes au temps de la Régence. En 1718-19, c'est toujours des moments intéressants la Régence, quand le roi est un enfant. Et donc la souveraineté est faible d'une certaine façon. Et on profite de ces moments de Régence pour se révolter. Et là, il y a une révolte tout à fait intéressante, bretonne, mais minoritaire. Autour du marquis de Pontcallec, il y a quelques dizaines de gentilshommes qui nous suivent, pas plus. Et c'est une sorte de rêve extraordinaire d'une Bretagne indépendante, retour à Anne de Bretagne, où on imagine de se révolter contre le régent, de s'allier à l'Espagne, et de retrouver une Bretagne un peu comme au temps des Ducs. Bon, cette révolte est violemment réprimée et ça se termine par une décapitation des 4 participants principaux, dont le marquis de Pontcallec, qui sont exécutés à Nantes, place du Bouffon. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'après cette première vie de révolté, eh bien, une seconde vie apparaît du marquis de Pontcallec. Et ça, je l'ai analysé à partir des Guerzou, c'est-à-dire ces chansons en breton, qui sont un élément tout à fait important de l'imaginaire breton. Et là, ces chansons sur le marquis de Pontcallec le transforment complètement. C'est le marquis qui, dans la réalité, était une sorte de noblio, d'ailleurs très sévère pour une sorte de tyran local, contre ses paysans, devient une espèce de Robin des Bois, c'est-à-dire de bandit d'honneur, qui est du côté de la veuve et de l'orphelin, qui défend les paysans contre les seigneurs, qui défend les paysans contre l'impôt. Et donc, sublimation. Voilà, une sorte d'imaginaire extraordinaire. Et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. Par les Guerzou, justement. Il y a une partie du livre est consacrée. Il y a un chapitre, je crois, tout à fait intéressant, écrit par Eva Guiorel. Voilà, qui est une jeune chercheuse que vous, visiblement, vous appréciez beaucoup. Vous avez fait déjà plusieurs choses ensemble, plusieurs travaux ensemble. Et alors, justement, je trouvais ce point-là, j'ai 2 ou 3 points comme ça sur lesquels je voudrais vous entendre. Et j'aimerais bien que vous parliez donc de cette tradition des Guerzou, dont on parle assez peu et qui pourtant semble occuper une place centrale, comme on a d'ailleurs dans d'autres pays du bassin européen, même dans la Mittel Europa, dans les pays de l'Est, où il y a des traditions orales, de transmission orale, qui ont une fonction capitale de transmission d'identité. Voilà, là on est encore dans l'identité. Vous voyez qu'il y a un autre marqueur, donc il y a beaucoup de marqueurs, pas seulement l'économie, là on est dans la culture. Alors ça concerne plutôt la partie ouest de la Bretagne, la partie de langue bretonne, même s'il y a aussi la région de Vannes, qui parle breton, mais plutôt la partie est. Qui parle peut-être même le breton le plus originaire, voilà, n'en déplaise à certains. D'ailleurs, le marquis de Pontcallec vient de cette région. Mais ce qui est en jeu à travers ces Guerzou, c'est-à-dire ce sont des chansons qui sont transmises de génération en génération, en général de mère en fille, et qui constituent une véritable culture populaire offensive. D'ailleurs, dans le livre, il y a un entretien très intéressant avec Donatien Laurent. Alors, Donatien Laurent, c'est un ethnologue qui a repris les carnets de la ville marquée. La ville marquée, c'était un marquis qui a développé dans les années 1820-30 des enquêtes orales sur le terrain pour recueillir justement ces chants bretons. Et il a écrit le Barzaz Breis, qui est justement un recueil de ces chants. Et ces chants, c'est un imaginaire extraordinaire qui permet aux paysans bretons, finalement, de se constituer une véritable culture et une culture offensive parallèle à la culture officielle imposée par l'Église et l'État. Et d'ailleurs, Donatien Laurent a une expression très juste et très riche, très intéressante dans le livre. Il dit que les Guerzou, c'est l'arme des pauvres. C'est-à-dire que justement, les chants en breton, c'est une manière de résister au discours de vérité développé par l'État, par l'intérieur de la justice, par exemple, ou de l'administration, et par l'Église. Et la preuve, et je reviens à Eva Guiorel a réalisé une thèse très remarquable, j'ai eu la chance d'être à son jury, et j'ai déjà préfacé le livre qui est sorti de cette thèse, et cette thèse est fondée justement sur des Guerzou au XVIIe, XVIIIe siècle. Et elle a comparé les chansons du XVIIe, XVIIIe siècle avec les enquêtes policières et judiciaires qu'elle a menées sur les archives. Et donc, elle a vu que c'était les mêmes affaires, mais que quelqu'un qui était condamné par la justice du roi
d'une certaine façon, les Guangzhou racontent sa véritable histoire et montrent comment cette condamnation est évidemment une sorte d'erreur judiciaire et comment donc, d'une certaine manière, la justice du roi a été injuste. Voilà donc un exemple tout à fait précis de cette arme des pauvres que constitue cette culture populaire en action que sont les Guangzhou. Et les Sonyou d'ailleurs, les Guangzhou c'est plutôt des chants un peu tristes, un peu mélancoliques. Les Sonyou c'est des chants un peu gays qu'on chante au moment des récoltes, au moment des travaux très rudes, des chants où justement on s'entraîne en chantant collectivement. C'est très intéressant, Joël Cornette, ce que vous nous dites là, parce que finalement, encore une fois, quand on prend l'ensemble des pays européens au sens large, du bassin civilisationnel occidental, mais même si on prend après les déclinaisons qu'on a en Amérique du Sud, on constate avec évidemment des noms différents qui sont liés aux langues d'origine, constamment ce processus de production littéraire ou musicale, d'histoire finalement de résistance au discours conditionnant, le discours légal entre le savant et le conditionnant imposé par l'État. Comme c'est d'ailleurs réjouissant, parce qu'on même sous la tyrannie, il reste une possibilité de produire de la résistance qui n'est non écrite, donc qui ne peut pas d'ailleurs faire l'objet d'un autodafé, mais qui est donc qui se transmet par la voix orale ou la voix musicale, mais qui est une voix, et qu'on trouve partout. Et c'est réjouissant sur l'être humain, je trouve. Il y a un livre là, que je conseille à tout le monde, d'ailleurs c'est un livre ancien, mais qui pour moi est tout à fait fondamental, c'est La vision des vaincus de Nathan Wachtel. Qui concerne l'Amérique, et qui montre justement en Amérique, puisque les Incas, les Aztèques, les Mayas ont eu une histoire beaucoup plus dramatique que les Bretons, mais qui montre aussi que par le chant, par les danses, y compris même aujourd'hui par les danses au Mexique ou au Pérou, il y a un langage de résistance qui passe par le folklore. Et donc là, vous voyez, on retrouve un folklore qui n'est plus, je dirais, le folklore pour touristes, mais un folklore actif, offensif. Encore une fois, cette arme des pauvres dont parle Julien Saint-Laurent. Un vrai travail ethnologique pour le coup, là. Exceptionnel. Je saute un peu du coq à l'âne, parce que ça, c'est plus... je trouve ça délicieux. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas cet aspect-là. Qui voit Ouessant voit son sang, et on peut le comprendre, parce qu'il y a visiblement une affaire d'âme perdue, d'âme éloignée, quelque chose d'assez curieux entre le continent et l'île de Ouessant. J'aimerais bien que vous me parliez de cette histoire qui est quand même aussi truculente que passionnante. Oui, c'est une longue histoire. Alors je ne parlerai pas de l'Antiquité la plus ancienne. On trouvait à Ouessant des traces de vie néolithique, donc très ancienne. Mais je donnerai un seul exemple. C'est la christianisation du XVIIe siècle. Vous savez qu'une grande période de recatholisation de la Bretagne, ça a été le XVIIe siècle. Ça sera ma prochaine question. Dans le cadre de la Grande Réforme. Et notamment, des prêtres sont allés à Ouessant pour christianiser les Ouessantins, et on les a pris pour des sorciers, voilà, des faiseurs de miracles. Et donc là c'est assez extraordinaire. On a une société qui vit dans une sorte d'imaginaire avec des elfes, des êtres un peu maléfiques ou bénéfiques. Et donc, les prêtres qui arrivent, on attend d'eux qu'ils fassent des miracles. Et évidemment, c'est pas du tout le catholicisme officiel. Et c'est ça aussi un peu la Bretagne. Ça nous amène aux saints, aux 800 saints. Vous savez qu'il y a 800 saints bretons, pas reconnus d'ailleurs par l'Église catholique. Il y a le Trobrez, pèlerinage des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Donc il y a vraiment tout un imaginaire là qui est, je dirais, crypto-chrétien, crypto-catholique. Mais Ouessant, justement, c'est un lieu très très particulier, de conservatoire d'une société qui vit un peu à l'écart. Oui, c'est ça. Comment appréciez-vous l'état du christianisme catholique romain en Bretagne? Je vous pose la question tout simplement. Vous parliez du Trobrez tout à l'heure. Vous savez qu'il y a un grand projet qui se développe, qui est la vallée des Saints, qui faut quand même le dire, quoi qu'on en pense, connaît un succès populaire indéniable. C'est-à-dire beaucoup de gens suivent les arrivées, les nouveautés, etc. C'est vrai que c'est très impressionnant. Je l'ai vu, c'est vrai que les statues gigantesques, c'est presque une île de Pâques. C'est une île de Pâques bretonne. Oui, c'est une île de Pâques bretonne. D'une certaine façon. Avec une réussite esthétique
mitigé peut-être, en tout cas selon pour certaines personnes. Je pense à un article assassin du critique Jean-Marc Huitorel cet été qu'il a fait paraître dans Libération au mois d'août et qui attaque ouvertement tout ce projet-là, en y voyant finalement une résurgence de toute idéologie un peu braisata, d'intérêts pilotés par d'un côté l'extrême droite, des ultralibéraux de l'autre, des chefs d'entreprise plus ou moins liés avec Locarne, donc Emmanuel qui a suivi le Célib. Bref, alors il faut faire évidemment toutes les choses complotistes, etc. Il faut faire extrêmement attention avec ça. Mais il n'en reste pas moins que, si je vous dis ça, c'est que j'avais lu avec attention en tant que journaliste, j'avais reçu la réponse du président du Parti breton, Franck Darcel, bien connu des Rennais à cause du groupe Marquis de Sade, et qui, 2 fois dans son texte, n'hésitait pas à parler de christianisme. Connaissant Franck depuis des années, je n'avais jamais entendu parler de cela, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de retour à une sorte de christianisme, un christianisme un peu... peut-être un peu laïque. Bref, quelle est la situation de la Bretagne au regard de ce passé où on avait avant une séparation assez forte entre les catholiques d'un côté, les antis de la calotte de l'autre, Ligue enseignement, etc., qui ont quand même, il y a eu une séparation en Bretagne très forte, il y a eu des luttes extrêmement fortes entre le privé, le public, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent, que ça se transforme? Qu'en est-il? C'est difficile à répondre. La mesure où je ne connais pas, mais l'historienne n'a pas réponse à tout. Heureusement, parce que ça serait... Non, c'est vrai qu'il y a Locarne, c'est vrai qu'il y a celle d'Allée des Saints. Bon, elle est en évolution, et je crois actuellement, d'ailleurs, il y a une sorte de pouvoir pour savoir pour la succession de Locarne, oui. Quel va être l'avenir. Donc, je ne peux pas trop répondre. Je pense que là, il faudrait demander à un représentant et de Locarne et de l'Allée des Saints eux-mêmes qu'ils expliquent un peu le projet. On se le dit, c'est spectaculaire, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut parler de catholicisme? On ne croit pas. Ouais, c'est ça la question. Catholicisme, je parlais des 800 saints bretons, voilà, on y est. Je crois qu'ils veulent d'ailleurs à terme plusieurs centaines de statues. Donc on va retrouver là cet imaginaire breton qui est vraiment très haut et qui est un peu une sorte de mythologie. Qui est le problème, qui est la question, la contradiction même de l'imaginaire, c'est qu'à la fois il s'ouvre au réel, il s'ouvre sauf qu'ici à l'imaginaire. C'est un imaginaire fabriqué, c'est un imaginaire populaire tel qu'on l'évoquait avec Guerçou. C'est quelque chose un peu qui est parachuté, enfin, qui vient, oui, c'est ça. Voilà, qui vient plutôt du haut, qui est imposé. Donc vous êtes assez réservé pour le coup. Écoutez, j'ai pas à juger, mais bon, c'est en tout cas étrange. Oui, mais ça s'inscrit dans une politique de communication générale qu'on a depuis quelques années en France. Et peut-être que ça donne aussi l'image de la Bretagne, donc pourquoi pas. Mais voilà, la Bretagne, c'était sur autre chose. Je vous rejoins tout à fait, surtout dans les non-dits entre vos phrases. C'est vrai que le grand danger, c'est que ça peut être très efficace en termes d'efficacité, c'est-à-dire de pénétration de ce qu'on veut dire, de faire connaître la Bretagne à l'extérieur, etc. Mais il faut faire aussi attention à ne pas créer trop de choses artificielles, parce qu'au bout d'un moment, c'est le réel, le légitime, l'authentique qui disparaît tellement sous l'authentique que dans une ou deux générations, on ne saura plus où il était. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est un grand danger, je pense. Pour finir, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir en même temps à notre échange, Joël Cornette. Quel est votre... vous allez continuer donc à travailler sur la Bretagne. Est-ce que vous pouvez un peu en exclusivité nous révéler quelles vont être les nouvelles pistes de travail autour de cette identité ? C'est difficile, c'est vrai que la Bretagne m'intéresse, donc pour l'instant j'ai rien. Je n'ai pas parlé des livres qui ne sont pas encore parus, si vous voulez. Des superstitions. Voilà, il y a tellement de thèmes, voilà, je vais écrire. Voilà. Donc disons simplement, je continue à travailler sur la Bretagne, puisque c'est un sujet fascinant. Et il y a une telle évolution de l'histoire de la Bretagne, de l'historiographie, que évidemment je regarde cela d'assez près. Voilà, mais en même temps j'ai aussi beaucoup d'activités d'édition, d'éditeurs. Voilà, donc. Mais disons, je ne manque pas de travail. Joël Cornette, le Forum du Livre vous remercie beaucoup. C'est encore une fois, je conseille vivement pour toutes les personnes intéressées par la Bretagne de la lecture de cet ouvrage qui, comme je le disais en introduction, a vraiment la particularité de prendre comme
comme axe, comme ligne rouge, la question d'interroger la singularité de l'identité, et qui est quand même la question fondamentale qui habite beaucoup de courants en Bretagne sur lesquels ils fondent leur discours. Donc le poser de manière scientifique et historique me semble extrêmement intéressant et en plus réussi. Qui plus est, loin d'être un texte abscon, illisible, difficile à lire, mais juste, il est juste, mais en plus, ça se lit extrêmement facilement. C'est plein, moi je crois bien connaître ma région, mais j'ai appris une foultitude d'informations vraiment très intéressantes. Joël Cornette, merci encore de votre passage au Forum du Livre. Merci à vous surtout. Et j'ai hâte de lire votre prochain ouvrage. Dans un an. Merci.